Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Écriture et psychose ou écriture et folie? On pouvait craindre que cette réunion destinée au départ à faire connaître et mettre en valeur le travail des ateliers d'écriture ne se noie dans des relations d'expérience trop singulières, partagées, sympathiques, émouvantes, empathiques. Que l'intitulé Écriture et psychose allait dans ce cas limiter la réflexion et les rapports aux soignants de psychotiques, aux ateliers d'écriture avec les psychotiques, aux études un peu trop savantes des linguistes, aux fétichistes de l'écriture. Ne serait-elle pas trop restrictive, limitant d'un côté la compétence à en parler aux seuls psychiatres et aux équipes hospitalières ou de secteur et psychologues cliniciens, leurs collaborateurs? Sans oublier que la psychanalyse gardant toute sa place et son intérêt dans l'affaire, il est convenu désormais de la penser en termes d'outils et non de cadres, Roussillon. On pouvait craindre aussi, second écueil mais opposé, que parler plutôt d'écriture et folie, en reprenant le vieux vocable et le vieux mythe, la folie est en nous et nous révèle, etc., aurait certes l'avantage d'élargir l'intérêt des auditeurs, et donc l'auditoire attendu lui-même, qui ne savent pas tout ce que contient la psychose en son cœur mais qui se croient compétents à qualifier certains comportements déviants de folie, et qu'on ne soit dès lors envahi par l'exposé long et parfois péremptoire de fous littéraires, obscurs ou célèbres, Sade, Nerval, Hölderlin, Artaud. Loin de l'humble travail tâtonnant entre un patient balbutiant et son psy, comme Christophe Chapreau et Patrice Belzeux devraient nous en faire la confidence dans le numéro 39 des cahiers Henri EY. Cette folie, surtout visible dans des troubles graves du comportement et le désordre public qu'elle occasionne souvent, conduisant à faire participer tout citoyen au maintien de l'ordre et à sa définition, comme à la perpétuation du concept, à la fois effrayant et attirant, qu'on n'utilise plus beaucoup depuis 68, Foucault, Lacan, Tosquel, Green et EY en revanche en parlaient beaucoup. Pierre-Henri Castel récemment, 8, regrette qu'on n'en parle plus guère en psychiatrie, déplore au paradoxe, l'éclipse de la folie, regrette que plus les neurosciences psychiatriques avancent, plus l'intelligibilité des phénomènes recule. Tout au moins cette forme d'intelligibilité qui postulait la problématique de la folie comme promesse et fenêtre ouverte sur la face cachée de l'homme. Promesse pour qui? Et la face cachée de l'homme pourrait-elle révéler plus que n'a révélé la face cachée de la lune? Il semblerait que oui. La folie étant surtout mythe et ségrégation, stigmatisation et bien des troubles du comportement qui ne sont pas de nature psychotique peuvent malgré tout par leur intensité, leur modalité, leur dangerosité équivaloir sur une échelle de gravité aux troubles schizophréniques les plus graves. Le psychopathe criminel, le grand obsédé ou le grand hystérique. On peut sous l'appellation de genre suffisamment vaste de folie les proposer à la réflexion populaire, ou tout au moins des auditeurs pressentis de cette réunion. Il ne faudra pas oublier les fous douteux, les faisant les fous, Sade, Joyce Michaud, les surréalistes, Lacan, les pâtissiers du signifiant C.J. Blanc, sortis de leur cave ou de leur tombeau. Bref, parler de folie plutôt que de psychose amènera littérateurs et poètes, gens de lettres et des sciences humaines, honnêtes hommes, et pas seulement les médecins des services lourds de psychiatrie et les clercs de la linguistique structurale. Et c'est eux qui nous rafraîchiront la mémoire en parlant de Sade, Nerval, Hölderlin, Nietzsche, Kafka, Céline, Artaud, Althusser, etc. De quoi alimenter autant de colloques que ces invités. Mais pas leurs œuvres sans leur vie, de notre point de vue de psychiatre tout au moins, et l'on retrouvera la vieille question jamais résolue de Proust contre Sainte-Beuve, 10. Les psycholinguistes vont parler du vocabulaire et du code, d'autres de la socioculture, Henri Laborit, les psychiatres du sens et du corps, dont la place est discutée mais indiscutable depuis toujours à propos d'Artaud, cas exemplaire mais exemplaire de quoi? D'un langage chosifié ou d'un corps morcelé? Et selon quelle obscure alchimie entre les deux? S'il y a indubitablement des racines corporelles de la pensée, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Chomsky, Françoise Heritier, il est vrai aussi, en tout cas fort probable, que le sujet n'est pas maître de son parler mais au contraire redevable à la communauté linguistique de la forme de vie à l'intérieur de laquelle le langage fait sens, Taylor 1996. Il y a eu beaucoup d'exagération et de provocation, d'enfermement idéologique dans ce partage des charges et des responsabilités. Et l'on a entendu des choses très diverses sur le sujet, difficiles parfois à rapprocher, encore plus à relier. Si l'intercorporéité ne fait guère de doute dans l'échange des consciences et la prise de conscience elle-même,
Lacan comme Heidegger pense qu'elle ressortit d'une parole fondatrice, même chez l'aphasie. Merleau comme Binswanger pense qu'elle relève de l'intentionnalité chère à Husserl, et que cette intentionnalité est intrinsèque au corps, le Leib, 13e. Mais c'est toujours la question des niveaux qui est négligée ou sous-estimée. Et Henri Ey, si sensible à cette question, ne confondait pas du tout le mutisme et l'aphasie comme le lui reprochait avec une considérable mauvaise foi Henri Baruch en 1958, ni l'aphasie avec la schizophasie. On ne peut quand même pas mettre dans la même corbeille la dyslexie, les glossolalies et les métaphores corporelles utilisées par Artaud, le dit du corps. Si Gladys Swain dit en 1977 que la folie est aussi du corps, c'est parce que depuis Erasme 17 et surtout Merleau-Ponty, 18, mais aussi Hey, 19e, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, le corps étant bien avant tout l'instance en vertu de laquelle j'accède au monde. La connaissance du corps passe par mon vécu, par l'établissement avec le corps d'une unité symbiotique antérieure à la conscience pensante. Avoir un corps est avoir un engagement avec le monde, dans lequel le monde est accrédité par le corps, et le corps l'est réciproquement par le monde. Tout cela étant immergé dans une dimension préobjective de corps-sujet, et de sujet incoatif. Ey dira de corps psychique, reprenant là une expression de Sartre dans L'être et le néant vain. Il y a là comme une limite, un frein à la romantisation de la folie, Brice Couturier sur le net, 21. Artaud lui-même, 22, ne le reconnaît-il pas ? Lorsqu'il dit pour en finir. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. L'homme c'est selon le schizo oui assurément. Il faut remplacer la nature, dit-il aussi. Les médecins et dans le cas d'Artaud GFERDIERE, s'y exercent, bien ou mal, il ne faudrait pas les accabler. Gaston FERDIERE et Antonin Artaud à l'hôpital psychiatrique de Rodez en 1946. À quoi va-t-on s'intéresser ? 1. Aux motivations à écrire du psychotique. 2. À ses particularités stylistiques, le grammairien, le linguiste. Ce qu'il écrit pour se faire comprendre, exprimer ce qu'il ressent, son malaise, sa souffrance, les mots sous les mots. Définir l'articulation du désir à la langue disent les lacaniens, la langue. Il y a en effet, dit Maldinet, ce que la langue veut dire, et il y a ce que nous avons à dire, et les deux ne coïncident pas. Ou bien ce qu'il écrit comme le ferait un écrivain professionnel ou amateur, un diariste. 3. Au signifié, le phénoménologue. 4. Au signifiant, Lacan. 5. Au rapport entre 2 et 3, le style et le sens, comme l'ont fait tous les grands psychopathologues Bleuler, Jaspers, Jung, Storch, Minkowski. Plus souvent pour de manière ponctuelle, retenir une expression significative, une originalité stylistique, comme le rationalisme morbide de Minkowski et Roch de Fursac, 25, voire plus loin page 32, pour illustrer une théorie ou certaines idées que l'on se fait de la psychose. Voire rédiger une monographie d'ensemble sur un auteur, Kafka, Nerval, Hölderlin, Artaud, trop souvent réductrice, le genre pathographie, 27, prisé des analystes sauvages, que dit Ey. Je laisse volontiers à ceux qui ont le goût de ces tartes à la crème que sont les analyses littéraires rehaussées de métaphysique de l'art et particulièrement entrelacées aux subtilités des diagnostics psychiatriques, dans ces cas particulièrement hasardeux, 19h. Une remarque intéressante du clinicien, JLARMANDLAROCHE 28, à propos d'Artaud. Le langage est d'autant plus troublé dans sa forme qu'il est plus délirant dans son contenu. C'est un constat, pas un rapport de cause à effet. Il serait prématuré ou imprudent d'en décider déjà. Mais aussi celle-ci, qu'il est possible chez les malades mentaux en général de distinguer des œuvres simplement juxtaposées à la maladie et sans rapport avec elle, car le malade, artiste de profession, a gardé intact, outre le savoir-faire de son métier, une certaine indépendance psychique volontaire à l'égard des troubles de son esprit. Indépendance suffisante mais hélas éphémère chez Artaud pour nous donner, ça et là des œuvres qui semblent absolument faire abstraction de son drame personnel. Mais aussi, comme le dit Emmanuel Venet, 29, un poète mort peut se cacher sous les oripeaux d'un fou ou d'un psychiatre vivant. Le même Venet qui ose parler de la stérile créativité des fous, de leur verbe déstructuré, grandiose et hermétique, et de l'effet antilittéraire de la médecine. Mais alors pourquoi péronne la tête ? Se demande Émile Meurice, à Louvain-la-Neuve tout de même 31, à propos de Victor Hugo. Victor,
écrivain et homme politique génial, dont le frère Eugène et la fille Adèle sont devenus schizophrènes. La question posée à travers ces 3 trajectoires vitales étant la suivante. Le feu qui nourrissait le génie de l'un est-il apparenté, voire le même, que celui qui peut conduire à la folie ceux qui n'ont pas les ailes suffisamment larges pour les porter jusqu'à réaliser leurs aspirations profondes? Encore une question sans réponse, sous la métaphore ailée appréciée des fascistes et des pélicans, et sans doute parce qu'elle est mal posée, et bien que EY ait fait avancer les choses, voir ci-dessous. Si le génie n'est pas de la folie, il est une névrose, dit Kretschmer, 32. Les points de contact du génie et de la folie sont fréquents, et de citer Michel-Ange, Goethe, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche. Je pointe une autre remarque intéressante d'un autre grand clinicien, Hans Prinzhorn d'Heidelberg 33, bien que sa véracité pose plus de questions qu'elle n'en résout. Entre inspiration poétique et sentiment morbide du monde, il existerait une certaine parenté. Mais, dit Henri Maldinet 3a, pas plus qu'il ne suffit pour être malade d'être artiste, il ne suffit non plus pour être artiste d'être malade. Tout objet de cette nature est-il dès lors à exposer? Artaud, autoportrait. C'est une question d'éthique et de déontologie, et non plus d'esthétique, implicite qu'Armandlaroch pose à propos des prestations pitoyables d'Artaud à la conférence du Vieux Colombier, 13 janvier 1947, et à l'émission Au jugement de Dieu. Nous ne saurions pardonner à certains de ses amis le manque de lucidité qui nous a contraints de ne pas emporter de lui l'image du Créateur qu'il fut, en permettant le spectacle hideux d'une créature malade. Et André Gide qui y assista, écrivit ceci à ce sujet. La conférence d'Artaud a été plus extraordinaire qu'on ne pouvait le supposer. C'est du jamais entendu, jamais vu et qu'on ne reverra plus. J'en garde un souvenir ineffaçable, atroce, douloureux, presque sublime par instants, révoltant aussi et quasi intolérable, 34. Mais la sollicitude affectueuse des parents et des proches ne manquera pas d'être interprétée et dévalorisée comme censure par les autres, se recommandant d'Artaud lui-même, devenu à son tour, le suicidé de la société. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.